Pour la deuxième année consécutive, mes vacances, je les fais sur un vélo. L'année dernière, c'était pour le défi. Cette année, ou plutôt l'été dernier, j'ai eu envie de vous le raconter un petit peu autrement. Alors ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, au chaud. Aujourd'hui, et pour l'heure et demie qui va suivre, je vous emmène à l'autre bout de la France. Voilà, bon, ce que vous devez voir, c'est que c'est la pluie, quoi. Allez, devinez pourquoi je suis à l'arrêt, là. J'ai crevé, bien sûr, j'ai crevé. Pour l'instant, le voyageur s'en sort bien, tant qu'il n'y a pas d'attaque. Elle a été harassante sur la toile. Faut quand même que vous contempliez ce silence, quoi. C'est fabuleux. C'est la crevaison numéro 2 du parcours. Magnifique. Oh, je suis trop heureux là. Alors, chers amis, salut à tous. Contrairement à ce que mon maillot veut bien laisser comprendre, aujourd'hui on part pas du tout pour une GFNY, on part pour un nouveau voyage à travers la France. On est le 21 juillet 2025. Donc pour situer à peu près où on est le lendemain de l'étape du Tour à laquelle j'ai pas participé parce que justement moi j'avais ça à faire. On a 1350 km comme je viens peut-être de vous le dire à faire entre Paris et Briançon. On va pas tracer une ligne droite jusqu'à Briançon bien sûr, on va se faire un peu kiffer à travers la France. Et donc c'est ça l'objet de cette vidéo, c'est de vous retracer comme je l'ai fait l'année dernière un voyage à travers la France. Vous allez voir, j'espère qu'on va traverser des paysages assez sublimes, j'en suis quasiment certain. Mais aujourd'hui, ça va être une journée un peu particulière, un peu plus difficile peut-être que les autres parce que on va avoir une météo pas forcément hyper clémente et donc ça va être super intéressant de voir ce que ça va donner aujourd'hui. Allez, moi j'ai hâte de partir, il est 6h09, non, il est 6h12. J'avais prévu de partir à 6h, mais bon, j'ai pris un tout petit peu de retard, c'est normal. On va pas s'allonger trop longtemps en introduction comme j'ai trop tendance à le faire. On va partir tout de suite parce qu'on a 1350 km comme je viens de vous le dire pour parler un petit peu de ce voyage et de comment tout ça va se passer pour vous. Si vous m'entendez, on est parti depuis 5 km et là on se longe les bords de Marne. On est aux alentours de Créteil et pour l'instant ça va, il fait pas encore pluie, mais la météo m'a indiqué qu'il allait pleuvoir.
Donc on se dépêche. Là j'essaye de parcourir le plus de kilomètres possible avant qu'il se mette à pleuvoir. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que là, il y a un vent de malade. Je pense que vous entendez. Et donc là on va avoir un vent de côté, direction sud-ouest. Donc un vent de sud-ouest alors que nous on va vers le sud-est. Ah, et je ne vous ai pas dit, l'étape du jour elle va à Auxerre. On en a pour 200 km. Ce voyage, il commence dans la monotonie habituelle de mes routes d'entraînement, celles que j'arpente au moins une fois par semaine et ce en toute saison. Sauf qu'ici, c'est un petit peu différent. À la fin, on revient jamais sur ses pas, on continue sans jamais se retourner. C'est un sentiment complètement différent. Je vous avoue, je suis pris comme de vertige devant l'immensité de la route qui s'érige devant moi. 1350 km en partant de sa porte d'entrée. Où est-ce que tout ça, ça va nous mener ? On est à Melun et la pluie a commencé. 50 km sans pluie quand même, hein, c'est pas mal. Le reste par contre très incertain, ça s'est gâté extrêmement vite le temps là. 9h, ça s'est calmé. On est entre Melun et Fontainebleau, le long de départementale qui longe la Seine. C'est vraiment une belle départementale, hein. J'aime bien celle-là. Celle qui est, vous connaissez, en lisière de la ligne entre Melun et Montereau. Et là, ça y est, c'est un peu plus calme. Il y a moins de vent. Du coup, voilà, j'espère que ça va tenir comme ça. Encore peut-être une heure. Donc là, on est à presque 70 km de Paris. Vers 100 km, je fais une petite pause, histoire de manger un petit peu. Mais globalement, on va essayer d'aller assez vite. Voyager, c'est savoir changer d'ambiance. Et je le savais, cette journée, elle allait pas m'offrir les conditions dont j'aurais rêvé. Très vite, la pluie, elle a commencé, d'abord timidement, mais ce que j'étais loin de m'imaginer, c'est qu'elle allait littéralement s'abattre. C'est la pluie, c'est la pluie. Allez, il reste 100 bornes comme ça, au secours. Bon allez, j'ai mis les écouteurs, mais c'est pas le plus important c'est ça. Voilà, bon, ce que vous devez voir, c'est que c'est la pluie quoi. Hein, ça commence à pleuvoir. On est à 100 km de l'arrivée, 100 km d'Auxerre. Donc là, je vais commencer à me mettre en tenue de pluie pour éviter de cailler. Parce que il pleut, ça va, c'est l'été, mais quand même. Hein, on pourrait cailler, donc allez, on sort ça. Je sais pas vous dire si ce moment, je le mettrais dans les pires que j'ai eu à vivre sur un vélo. Je pense que c'est un peu exagéré de dire ça. Mais à ce moment, je crois que je me sentais quand même bien seul. Croyez-moi, je n'ai jamais traversé d'averse aussi puissante que celle-ci depuis que j'ai commencé à faire du vélo. Heureusement pour moi, toutes les choses, les bonnes comme les mauvaises, elles trouvent toujours une fin. Ça, c'est un abribus. Et un abribus, c'est votre dernier salut quand il pleut. Le problème, c'est qu'il ne peut plus. Kilomètre 126, voilà, kilomètre 126. On retrouve quelques éclaircies, mais on a un gros problème là, c'est le vent quoi. Là, on est en full vent de face là, depuis à peu près 1 heure. Même plus que ça, hein, même depuis le début de la trace. C'est juste que là, on est hyper exposé parce que on est enfin loin de Paris. Et la moyenne, elle est pas terrible. Hein. Ça donne du 25. Bon, allez, c'est pas mal 25 quand même avec tout ce qu'on transporte. Donc c'est cool. Il reste 70 km avant la destination. Donc quand même, on avance bien, mais quel vent terrible. Un vent à coucher des arbres, quoi. Bon, après une pause bien méritée, voilà, on est à 35 km, même pas, non, on est à 28 km d'Auxerre, c'est incroyable. Il est à peine 14h, donc c'est idéal ça pour la récup parce que contrairement à ce que l'heure veut bien nous laisser croire, la journée elle a été dure. Hein. Beaucoup de vent de face, de la pluie, mais c'est surtout le vent de face qui m'a un peu ruiné. Hein. Là on est au sommet de cette trace, c'est-à-dire à 212 mètres, hein, donc clairement... on aura à faire des choses beaucoup plus dures par la suite, mais j'ose espérer qu'on aura quand même un peu moins de vent. Là, c'était un peu compliqué de ce côté-là. La gestion, etc. J'avais tendance à appuyer un petit peu plus sur les pédales. Bon, 28 km à suivre. Ça va être assez rapide, je pense. Et puis ensuite, on va prendre le repos qu'on mérite. Je pense que je vais faire une bonne sieste là pour préparer la journée de demain. Parce que ce sera Auxerre-Paray-le-Monial et Auxerre-Paray-le-Monial, ce sera quand même un peu plus long. Puisqu'on sera sur du 215 km contre
un tout petit peu moins de 200 pour celle-là aujourd'hui. Et voilà, Auxerre à 4 km. Sans hésiter, je dirais que cette journée aura été la pire de tous les voyages à vélo que j'aurais réalisés. Sur 200 km, j'en aurais passé 120, complètement trempé. Dans ces moments, je pense qu'il faut faire preuve d'un peu de philosophie. Ça aurait pu être pire, et ça, retenez-le bien. Auxerre les amigos, après 196 km, c'était mérité ça. Un petit, allez regardez la cathédrale, ça monte comme ça, voilà elle est magnifique la cathédrale d'Auxerre. Je vais aller là où je dois dormir ce soir et puis ensuite je vais faire une bonne sieste pour être prêt pour demain et aussi pour prêt pour ce soir. Voilà, on est arrivé à Auxerre, j'ai troqué les habits de vélo contre des habits un peu plus normaux. Qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller passer au supermarché rapidement pour aller s'acheter un petit peu à manger. Parce que j'avoue que j'ai un peu le ventre vide. Seulement 195 km, hein, c'est dans la moyenne de ce que j'avais fait l'année dernière. Mais voilà, c'est bien fatigant. Donc on va aller se chercher un petit peu à manger. Et puis ensuite, dans un second temps, on ira vraiment chercher à manger, hein, comme l'année dernière. Hein. Vous vous rappelez, hein, je faisais des restaurants. Voilà, on va rester sur cette façon de fonctionner là pour éviter d'avoir à faire de la vaisselle à chaque fois, une fois qu'on est au Airbnb, puisque c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, et une petite balade aussi, c'est pas mal aussi. Une petite balade pour se dégourdir les jambes après 195 km de vélo, c'est cool ça. J'avais oublié à quel point on se réveillait tout cassé là après 195 km le lendemain matin. Alors aujourd'hui ce sera plus long. Aujourd'hui on va faire 220 km entre Auxerre et Paray-le-Monial. On va pas y aller de façon directe hein, parce que sinon ce serait même plus un voyage, ce serait juste un trajet. On va passer par quelques villages sympathiques, on va traverser le Morvan notamment, un premier jour d'intérêt dans ce voyage, et puis après ce sera que des jours d'intérêt, hein. Globalement il n'y a que le Paris-Auxerre qui était assez ennuyeux. Maintenant on va commencer à rentrer dans la vraie logique du voyage, donc on va faire quelques arrêts dans certains villages où on va passer par certains endroits voulus à l'avance. Voilà pourquoi la map du jour elle fait 220 km presque, alors que j'aurais pu tracer tout droit et en faire seulement 200. On aura également plus de 2200 mètres de dénivelé, donc ce sera une grosse journée. Heureusement, grâce à mon choix de toujours dormir en Airbnb quand même, on dort mieux. Et j'ai même envie de dire qu'on dort mieux que l'année dernière, parce que sur la première journée l'année dernière, ça a été extrêmement difficile. Je vous avais raconté que j'avais eu la gerbe. Là, quand même, aujourd'hui, c'est beaucoup plus chill, malgré que la journée d'hier était quand même assez hard. Là, aujourd'hui, je me sens pas trop mal. Un petit peu bien sûr en dedans parce que bien sûr je sens les muscles, je sens un petit peu tout ça d'hier, mais ça va le faire. Une fois qu'on sera sur le vélo, on va retrouver des sensations et on va pouvoir faire ces 220 km. Un autre truc aussi qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est que maintenant je pars plus tôt. J'attends que le soleil se lève hein, et donc je vais attendre à peu près 6h15, 6h20 pour commencer à décoller. Et à ce moment-là, on aura pleine lumière, donc ce sera cool. L'année dernière, je partais quand même un tout petit peu plus tard, vers 7h30, etc. Je prenais un petit peu plus le temps. Voilà, faut pas trop prendre son temps. Hein, dans ce genre de voyage, 220 km, histoire de pouvoir être à la cool. Voilà, on part tôt et puis ensuite on kiffe. Parti à l'heure, il est temps de quitter Auxerre par le sud pour se rendre dans le Morvan. Mais tout bon touriste doit savoir marquer l'arrêt quand l'occasion s'en présente. Et regardez derrière quoi on est. Le stade de l'Abbé des Champs, la mecque du football d'Auxerre, en total hasard. Tout le monde connaît l'AJ Auxerre, tout le monde. Déjà parce que c'est un club mythique, c'est un club de Ligue 1. Et ensuite parce que son président, Giroud, c'est le créateur de la cristalline. Et oui, ça il faut le savoir. Doucement avec Staline, elle est si bonne. Bon allez, j'arrête mes conneries. Encore 220 km à faire là. Malgré un temps un peu incertain en ce matin, c'est avec cet esprit toujours positif que je quitte Auxerre dans l'espoir que chaque petit kilomètre vers le sud me rapproche de ce soleil si filant. En l'attendant, ce soleil, je vois les paysages se transformer. Passé de la monotonie habituelle des routes parisiennes, je vois enfin le paysage gagner en rondeur, à mesure que les collines du Morvan prennent place et que la nature, moins empreinte des activités humaines, rende le tout beaucoup plus verdoyant. Bien sûr, impossible de ne pas se dire qu'avec un tout petit peu plus de soleil, tout ça m'aurait offert un spectacle encore bien meilleur. Alors, on est à 40 km là déjà d'Auxerre, ça avance bien. On a fait à peu près une moyenne de
21 km/h, tout arrêt compris. Le concept de la sortie du jour, c'est qu'on va parcourir, comme je vous l'ai dit, à peu près 220 km jusqu'à Paray-le-Monial, mais on va avoir quelques petites étapes. Et la première de toutes ces étapes, c'est le village de Vézelay. Donc là, on s'approche, hein, on est environ peut-être à 10-12 km de Vézelay. Avant ça, on est entré dans le Morvan, ça y est, c'est officiel, hein, on est dans le Morvan. Donc on va monter petit à petit pendant toute la journée jusqu'à un point culminant qui sera à peu près à 600 mètres d'altitude, qui est presque le point culminant du Morvan. Et puis ensuite, le reste de la journée, ce sera globalement de la descente. Mais il y aura pas mal de belles côtes, hein, on a fait 40 km et mon compteur me dit qu'on a fait que 2 des 12 côtes qui vont jalonner le parcours. Donc on en a encore pas mal, heureusement que j'ai mis ce maillot d'ailleurs. Allez, on se retrouve à Vézelay avec un tout petit crachin d'ailleurs. Ah punaise, vous imaginez si j'étais au même endroit ici là, mais avec un temps bien meilleur quand même, ce serait 100 fois mieux. Mais c'est pas grave, au moins on y est, on a vu Vézelay, c'est validé, c'est un super village dans le Morvan. Donc allez-y si vous faites un voyage à vélo dans le coin. Je suis obligé de dédicacer ce passage à Vézelay à Florian qui va se reconnaître. Pour tous ceux qui ne savaient pas, comme moi avant ce voyage, sachez que ce petit village de Vézelay, tout aussi anonyme soit-il, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ouais, rien que ça. Et pour le voyageur que je suis à ce moment, ça ne pouvait pas se manquer. Malgré tout, il faut continuer et sous la pluie, je reprends la route. Tout était censé se passer pour le mieux et les kilomètres défilaient, le moral, il restait bon. Seulement, voilà. Je me rappelle vous l'avoir dit plus tôt, tout pouvait être pire. Allez, devinez pourquoi je suis à l'arrêt là. Regardez-moi ce temps là de... Ah, je vais rien dire là parce que là c'est terrible. J'ai crevé, bien sûr, j'ai crevé. Donc là je vais devoir réparer avec une des 2 chambres à air que j'ai. Crevaison explosive. Ça fait bam, voilà. Ah là là, quelle situation de merde quand même. Faut que je trouve un endroit là pour réparer ça tranquillement parce que là je suis au milieu d'une courbe. Ah putain, quel après-midi incroyable. Bon, tous ceux qui m'auront suivi sur Instagram sauront quel est le problème. Vous allez jamais le croire, et moi non plus d'ailleurs. Regardez. Oh, comme c'est bizarre. Donc là, c'est une énorme panne, c'est un énorme problème. Il y a peut-être un intérêt finalement à me suivre sur Instagram. Vous me voyez pas parce que vous êtes au casque, j'espère que vous voyez quand même quelque chose quand je vous montre tout ça. Mais en gros là je suis avec mon vélo, je viens de finir de réparer une crevaison. Mais c'était pas n'importe quelle crevaison, c'était une crevaison extrêmement grave. Je vous explique quand même un petit peu le problème. J'ai eu une crevaison explosive. J'ai cru que c'était parce que j'avais roulé sur un silex, mais en fait pas du tout. C'est bien pire que ça. Mon flanc de mon pneu... vous savez c'est des coutures et en fait il a lâché sur la route, ce qui fait que je me suis retrouvé dans une situation inédite où en fait c'était impossible que la chambre à air reste en place dans le pneu, d'accord. Donc ça c'était au niveau du pneu arrière. Alors dans un premier temps j'ai essayé de réparer avec un bout de chambre à air pour essayer de faire l'étanchéité entre le pneu et la jante, mais ça n'a pas fonctionné. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit quoi? Je me suis dit quel est l'endroit où la pression est le plus importante? C'est l'arrière bien sûr. J'ai inversé tout. J'ai pris le pneu de l'arrière, je l'ai mis à l'avant. J'ai mis une pression inférieure, j'ai dû mettre peut-être 2 bars max, pour pas que les coutures sortent de la jante. Donc là je l'ai remis en place, on regarde un petit peu de tout, ça a l'air d'être ok. Et donc le pneu avant qui est ici, je vais le mettre à l'arrière et je vais pouvoir mettre cette fois-ci une pression convenable. Voilà, une pression de peut-être 4 bars parce que c'est là qu'il y a tout le poids. Et une fois que j'aurai remonté tout ça, on va repartir et au premier magasin de cycle que je vais trouver, je vais racheter un pneu quoi. Donc j'ai inversé la position des pneus avant et arrière, histoire d'avoir un maximum de pression à l'arrière et voilà, quelque chose d'à peu près soutenable à l'avant quoi. Et puis en plus je pourrais surveiller tout ça de très près du coup. Donc voilà, la réparation là elle vient d'être terminée. J'ai pas trop pu vous filmer grand chose de cette réparation parce que si vous voulez j'étais un peu en tension. J'étais en énorme tension d'ailleurs parce que je suis au milieu de nulle part. Ce qui est marrant c'est que j'ai croisé des cyclistes. On a parlé, hein, on parlait pendant que je réparais ma crevaison et tout. Ils me demandaient si j'avais besoin d'aide, j'aurais dit bah non, hein, c'est qu'une crevaison finalement. Et en fait c'est au moment où ils sont partis que je me suis rendu compte que la nature de la crevaison n'était pas celle que je croyais. Moi je pensais que c'était une crevaison classique,
Hein, on roule sur un silex sous la pluie et voilà, ça crée une crevaison, mais en fait pas du tout. C'était une crevaison beaucoup plus grave que ça. Ils n'auraient rien pu faire pour moi, hein. De toute façon ils n'avaient pas de pneus de rechange. Ça montre à quel point les voyages à vélo, faut les préparer. Et là encore une fois, j'ai failli à ma mission. Alors initialement, je devais partir avec des pneus neufs, hein, et malin comme je suis, bah ça, ce sont pas les pneus neufs. Bon, de toute façon, aucune raison n'est bonne, hein. Mais la raison pour laquelle je suis avec des pneus anciens, c'est parce que j'ai commandé des pneus neufs, mais ils sont arrivés trop tard. Ils sont arrivés le jour où je suis parti, alors que je les avais commandés, une semaine à l'avance, hein. Donc bon, une semaine, vous me direz, c'est jamais assez. Bah ouais, c'est pas assez. Donc à l'avant là je dois avoir même pas 2 barres, allez peut-être 2 barres. Mais ce qui me fait peur moi c'est pas la pression, ça va être les chocs sur la route. Ça me fait très peur. Et j'espère que ça va aller de ce côté là. Bon bah on verra ça. Allez à tout de suite. Après pas moins de 50 minutes d'arrêt, passé à réfléchir et à trouver la moins pire des solutions pour la réparation, je repars avec une conscience vraiment pas tranquille. Les routes désertes du Morvan qui rimaient jusqu'à présent avec liberté, et bien maintenant elles riment plutôt avec angoisse. En réalité, il m'aura fallu pas moins de 2 km avant que je m'arrête de nouveau pour retirer un peu de pression de la roue avant, parce que cette hernie, elle se faisait vraiment très menaçante. Sur la route, j'ai pris cette photo. Et cette photo, elle résumait comme aucune autre mon état d'esprit à ce moment-là, pourvu que ça tienne. Allez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mais surtout pour moi. Dans 10 km, on arrive à Autun. Autun qui est une des grandes villes du Morvan. Bon, j'ai pas regardé s'il y avait des vélocistes, mais toujours est-il, on arrive à Autun dans 10 km. Et donc à ce moment-là, on pourra s'arrêter, regarder tranquillement si des vélocistes peuvent bien me vendre un pneu, quoi. Et ensuite, écoutez, on sera pas mal. J'aurais quand même fait presque 70 km sur une hernie énorme. Ça se voit même en roulant, hein. Et ça se sent surtout parce que ça fait bam 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 à chaque tour de roue. Et plus la route est propre, plus on le voit. Donc là je suis sur une route bof bof, ça se sent pas trop donc j'appuie quand même un peu plus. Je suis à 40 à l'heure là. Mais quand la route est parfaite, c'est terrible. On a vraiment le sentiment qu'il y a un truc qui va pas. Allez, Autun dans 10 km. Regardez, on a un réparateur cycle à l'entrée de la ville d'Autun. Donc là on est à 5 km, même pas. Donc il n'y aura même pas besoin de forcer le talent. Maintenant tout ce que j'espère c'est que ce soit ouvert. Normalement oui parce qu'on est mardi. Et deuxième chose, qu'ils aient au moins des pneus en 28. Je cherche pas vraiment une taille particulière mais 28, allez 25 ou 30. C'est pas grave si je suis dépareillé. Mais je veux au moins ça. Résultat, rassurez-vous, ça a tenu. À Autun, j'ai trouvé mon salut dans cette boutique où j'ai pu acheter un pneu et une chambre à air pour tourner définitivement la page de cette matinée un peu cauchemardesque. Bon, les amigos, on l'a fait. On est arrivé à destination sain et sauf. Regardez-moi cette hernie là. Regardez, 70 km avec ça quand même, c'est grave. Mais on l'a fait. Sachez que c'est possible. Voilà, c'est théoriquement possible de rouler avec un pneu, avec un flanc déchiré et de faire 70 km. Bon, maintenant on va réparer ça. On a une chambre à air en 25. J'aurais bien aimé du 30 ou du 28. Mais ça le fera. Ça le fera pour le reste du voyage. Vous êtes au casque, hein, donc vous voyez peut-être pas forcément très bien. J'espère que c'est bien cadré. Désolé. Voilà. Le pneu en 25 a été remonté, donc on va pouvoir repartir. Les conditions de confort vont très légèrement se dégrader sur les kilomètres jusqu'à la fin, mais on est en 25, donc on ira plus vite. Non allez, je plaisante, on n'ira pas plus vite, mais en tout cas, voilà, au moins on repart avec une jante, avec un pneu neuf, et ça c'est de bon augure pour la suite. Maillot jaune, toujours emmené par Sepkus devant Jonas Vingegaard. On a Florian Lipovitz, le troisième du GP. Bon, pour l'instant, le maillot jaune s'en sort bien. Tant Oh, qu'il n'y a pas d'attaque. tout va bien. Tout va bien. J'ai fait une énième pause je sais même pas où je suis, vraiment, je sais pas où je suis. Je sais que je suis à une dizaine de kilomètres de Autun parce que j'ai regardé l'étape du Tour qui terminait aujourd'hui au Mont Ventoux. Une victoire remportée par Valentin Paré-Peintre. La France qui gagne au sommet du Ventoux. Yes, première victoire française. Enfin, un truc positif dans cette journée. Mais voilà, allez, on va repartir parce qu'on a encore 64 km à parcourir avant d'arriver à notre destination finale de Paray-le-Monial. Il est presque 17h. Donc là, je vais devoir borner pas mal pour arriver, pour le coup, vers 19h30. Allez, à tout de suite. Je vous filme quelques belles images et puis on se retrouve à Paray.
210 km de galère. On arrive au terme de cette journée. Ça a été épique hein, aujourd'hui. Désolé pour le cadrage. J'ai jamais eu autant peur de ne pas finir une journée de vélo avec cette déchirure au niveau de la tringle. Bon, maintenant tout ça c'est du passé, c'est derrière nous. J'ai un pneu Michelin en 25. Il va faire le reste de l'aventure aujourd'hui. D'aujourd'hui jusqu'à la fin, je pense. Parce que aucune raison de changer. Ça n'a pas d'impact d'avoir du 25 côté et du 28 de l'autre. Voilà. Il va être 19h. J'avais pas prévu d'arriver aussi tard, hein, donc il va falloir enchaîner. C'est comme ça, c'est la vie du vélo. Depuis tout à l'heure, on circule sur une voie verte. Et donc une voie verte, anciennement voie ferrée entre Paray-le-Monial et Roanne. Et c'est quoi l'avantage d'une voie ferrée? Et bah c'est que c'est plat, c'est tout plat, jusqu'à Roanne à peu près. Donc on va passer à peu près, je sais pas moi, 60 km à rouler sur du plat comme ça. En plus c'est bien goudronné, il y a juste quelques petits brindilles sur le sol. Par contre le problème c'est qu'il y a trop de chicanes. Et à chaque fois qu'il y a une intersection, le stop c'est pour qui? C'est pour nous. Un petit point côté météo aussi. Là vous voyez le ciel plutôt pas mal hein, bleu avec présence de quelques nuages. Sachez que toute la matinée ça va aller, on aura du beau temps, des belles éclaircies et globalement ça va être cool. Mais dans l'après-midi ça va commencer à se dégrader hein, et notamment vers 15h on aura quelques averses suivies vers 17h de périodes orageuses. Donc ne pas se fier à la beauté du temps actuel et c'est pour ça qu'il faut pas mal borner ce matin pour se laisser le plus de latitude possible pour l'après-midi. En tout cas, il y a un truc à dire, c'est que par rapport au voyage de l'année dernière, on est aux antipodes quoi. L'année dernière c'était full soleil, canicule à l'extrême et là maintenant c'est humidité, pas forcément froid hein, faut le noter, mais humidité, je sais pas ce qui est préférable, mais clairement voilà, c'est pas des conditions idéales quoi, comme l'année dernière. Oh putain, on m'avait pas dit qu'il y aurait un portage. Ah, come on. Ah, et la moyenne. La route était très douce en ce début de matinée jusqu'à Roanne. Mais cette troisième journée de voyage à travers le cœur de la France désormais, elle allait pas être de tout repos. Avec 223 km à parcourir jusqu'au Puy-en-Velay, on allait encore une fois avoir aujourd'hui du pain sur la planche. Ces 50 premiers kilomètres de plat n'allaient être que l'avant-goût d'une journée bien plus fatigante. Yep, on arrive à Roanne. Petite pause à Roanne, on est au kilomètre 50 à peu près. Petite pause bien méritée. J'ai pas les meilleures jambes, hein, mais ça avance quand même. Ça fait à peu près 2 heures qu'on est en route. Pas beaucoup d'images malheureusement ce matin, la fatigue des 2 premiers jours, elle commençait à se faire ressentir. Après tout, on en est maintenant à près de 500 km parcourus. Malgré tout, motivé par les paysages qui se métamorphosent, j'avance, quels que soient les obstacles, ou presque. En fait là je suis censé faire quoi là? Il m'attend. Ah je bouge pas. 20 minutes later. Vive les chats, vive les chats, vive les chats. J'aime pas les chiens, vive les... On a quitté Roanne depuis un moment d'ailleurs, depuis un si long moment que maintenant on approche de la deuxième ville étape du jour, c'est Montbrison. Montbrison, on va faire une petite pause aussi, histoire de manger, et on en sera à peu près à la moitié du parcours du jour, avec plus de 115 km parcourus. C'est cool, ça avance bien, et pour l'instant le ciel, il se teint de nuages un petit peu, mais ça va. Je sens que l'averse est encore loin. Kilomètre 125, un arrêt minute sans pause. Carrefour. Allez, on est à l'arrêt. On est sur le parking du supermarché avec un temps magnifique. C'est parfait pour rester sur un parking ça, parce que en plein cagnard ça aurait été terrible. Voilà ce que je me suis pris. Un sandwich, de l'eau, une salade quand même, hein, on se fait plaisir, et du jus de clémentine. Ça c'est l'aspect sucre plaisir. Voilà, j'ai regardé la météo de nouveau et je crois
qu'il va pas trop pleuvoir cet après-midi. Ils avaient prévu des orages en milieu fin d'après-midi, mais là ça a l'air de changer en petites averses vers 15-16 heures. Là de ce côté-là c'est nickel. Je vais pouvoir prendre mon temps. Il est 13 heures, ça veut dire que c'est très bientôt le Tour de France. Donc je vais commencer à mater ça ici et ça va être super cool. Sur les images que vous appréciez là, on traverse le Forêt, avec un Z, mais le Z ne se prononce pas, vous observez que je fais quelques efforts. Bref, le Forêt, c'est une région semi-montagneuse, on pourrait dire un peu casse-pattes, qui se situe à l'ouest de Saint-Étienne. On y retrouve notamment les gorges de la Loire qui sont au programme de cet après-midi. En attendant, je voyage paisiblement sur ces routes très tranquilles où l'humain se fait quand même assez rare. Il faisait froid quand même sur ce plateau du Forêt perché à presque 1000 mètres d'altitude, avec pas moins d'une quinzaine de degrés au sommet de mémoire. J'étais bien content de me dire que la redescente était proche. On se retrouve au point culminant de cette trace. On est à 900 mètres d'altitude et ça fait à peu près 20 km qu'on est comme ça en montée. Le Puy-en-Velay est à 70 km, le plus gros du dénivelé de la journée est passé. Il reste à peu près peut-être 600 mètres de dénivelé sur 60 km, donc c'est à peu près ok. Que dire de plus? Franchement, contrairement à hier, tout se passe très très bien, quasiment pas d'incidents. Trouver un petit peu des couleurs au fur et à mesure que la journée avançait. Ça c'est cool, c'est toujours comme ça avec l'ultra distance de toute façon, enfin l'ultra distance si je peux appeler ça comme ça, avec la distance en tout cas, on part avec des très très mauvaises sensations le matin et puis après au fur et à mesure de la journée quand même, ça s'adoucit, ça va de mieux en mieux. Et en plus, j'ai tiré l'expérience de mon voyage de l'année dernière où j'avais pas prévu le nécessaire pour, on va dire, le soin du postérieur. Parce que maintenant, j'ai une crème de chamois que j'applique tous les matins avant de commencer le ride. Et je dois reconnaître que c'est plutôt pas mal dans le sens où il n'y a pas les fameux boutons qui apparaissent. Donc ça, c'est vraiment très cool. Bon allez, on est en descente, il y a des voitures qui dépassent, ça va rester cool. La redescente du plateau sur lequel j'étais, sur le plateau du Forez, elle se fait à travers des petites routes comme ça. C'est très sympa, mais attention parce qu'il a plu. Donc négocier les virages avec prudence, surtout que la physique du vélo n'est pas la même puisque je suis bien chargé. Waouh, regardez-moi ça. Pas mal les villages fer perchés à flanc de montagne. Pas mal du tout. Après 160 km à ce moment-là, je commençais à avoir un petit peu hâte d'arriver. Et malgré la beauté des paysages, le caméraman, il a peut-être un petit peu manqué de présence. Et oui, malheureusement, c'est la journée où j'aurais, je pense, le moins filmé, alors qu'il y avait pourtant tant à montrer. C'est pas grave, c'est humain. Heureusement ici, on abordait la longue descente du plateau du Forêt qui allait me permettre de troquer 400 mètres d'altitude contre 3 degrés. C'est pas tant, mais c'est toujours ça de prix. Après bientôt plus de 200 km à sillonner le cœur de la France, la fin de cette journée, elle s'est écrite le long des gorges de la Loire. Le plus long fleuve de France, réduit ici à l'état d'un simple petit cours d'eau, enserré dans une vallée absolument magnifique. Pour la troisième journée d'affilée malheureusement, on n'a pas composé avec la plus belle des météos, mais galérer, se salir, finir trempé, c'est quand même la moindre des rétributions pour ce qui va suivre ensuite. Là, vous me voyez en mode zéro effort. Cette journée jusqu'au puits, elle a été harassante sur la fin. J'avoue, les 40 derniers kilomètres, là, je commençais à en avoir un petit peu marre du vélo. C'était compliqué de faire les kilomètres jusqu'à Retournac. Et à partir de Retournac, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Parce que les paysages commençaient à devenir vraiment sympas.
Et je sais pas, il y avait une atmosphère qui me plaisait un petit peu plus, il y avait peut-être un peu plus de monde. C'est vrai qu'il y avait par moments où je me sentais seul au monde, quoi, c'était un peu bizarre. Mais j'ai traversé le Livardois Forest, donc c'est normal. Hein, c'est une zone qui est peu habitée, avec pas mal de nature, etc. Donc c'était assez cool quand même, mais le problème, bah, c'était qu'il faisait humide, etc. C'était pas forcément les conditions les meilleures, mais bref. Tout ça, c'est des excuses. Ah, c'est juste la fatigue. Voilà, il est temps d'aller dormir. Il est que 21h20. Mais je suis cuit. Je voulais me faire une petite visite du Puy-en-Velay. Mais je vais la faire demain matin. Voilà. Demain matin, on se fait une petite visite du Puy-en-Velay avant de partir. Et on continue jusqu'à Alès. Moins de kilomètres jusqu'à Alès demain. Par contre, plus de dénivelé. 2400 contre aujourd'hui 2000. Attention à ça. Alors, comme vous l'avez vu il y a quelques kilomètres, on est reparti. On est donc jeudi, c'est le jour 4 de notre aventure pour parcourir ces fameux 1350 km jusqu'à Briançon. Les nuits sont toujours trop courtes, hein. Je me suis levé à 5h40 encore ce matin, c'est la 4e nuit que c'est comme ça. Comme d'habitude, les jambes se débloquent un petit peu au fur et à mesure qu'on pédale. Et là, comme vous l'entendez au son de ma voix, on est sur une ascension d'un petit col. Un col de quand même 7 km, mais avec une pente tranquille. Hein, c'est seulement 3-4%. On est parti du Puy-en-Velay, il n'y a même pas 10 km. Aujourd'hui, 182 km jusqu'à Alès, du coup, 2400 D+, et une grosse partie du D+, qui se situe au début de la trace. Donc on va y arriver. Hein. J'ai donné rendez-vous à mon Airbnb à 18h, donc j'ai 10 heures pour faire ces 180 km. On va les faire tranquille mais régulier. Allez, on se retrouve un peu plus loin sur la trace et vous allez voir, on va passer par des paysages magnifiques. Ça y est, on entre dans la montée Rennes de notre parcours. Aujourd'hui, 12,7 km à 4% de moyenne à peu près. Et on va monter de 530 mètres jusqu'à 1400 mètres d'altitude. Donc ça, ce sera le point culminant de notre trace aujourd'hui qui intervient dès le début du parcours. Et ce que j'ai noté, c'est que les 18 premiers kilomètres, on a monté de 500 mètres. 500 mètres de dénivelé, ça nous fait une belle pente ça. Et ben ça va pas s'arrêter. On va continuer comme ça jusqu'au kilomètre peut-être 60 et après ça va se calmer. Donc voilà, le gros du dénivelé, il est au début de cette trace. Mais bon, regardez quel paysage on a. Et encore là, ça reste banal. Hein. On aura sûrement mieux plus tard parce qu'on va passer, et je vous l'ai pas dit, par les monts d'Ardèche. Donc j'ai fait exprès de dévier un tout petit peu cette trace par l'Ardèche, histoire de passer par ce département qui m'est très mystérieux pour moi. Et en plus, on a un tout petit peu de soleil. Donc ça, c'est cool. Faut quand même que vous contempliez ce silence, quoi. C'est fou, hein. Le fait qu'il n'y ait pas de vent, le fait qu'il y ait très peu de voitures. Il y a un silence presque de cathédrale, quoi. On entend le bruit du cours d'eau en bas et c'est tout, quoi. C'est fabuleux, vraiment incroyable, du niveau de l'année dernière là, ces paysages. Et là je me rends compte que je fais trop de bruit, alors je vais me taire. À 1400 mètres d'altitude, rendez-vous compte, on a monté de 800 mètres depuis notre départ du Puy-en-Velay. Et ça y est, on est sur ce plateau à 1400 mètres d'altitude.
qu'on va suivre pendant, je crois, une vingtaine de kilomètres avec des montées, des descentes. Là, on est sur une petite descente tranquille. Et ensuite, on va plonger vers Aubenas, je crois. Et j'espère que je pourrai faire un maximum de kilomètres aujourd'hui, rapidement, pour pouvoir regarder le Tour de France tranquille et arriver à Alès pour 18h. Le passage par le mont Gerbier de Jonc s'est fait la caméra éteinte. Mais je vous ai quand même pris cette photo. Et pour ceux qui ne le savent pas, le mont Gerbier de Jonc, c'est la source officielle de la Loire. Tout un symbole quand même. Un peu plus bas, nouveau symbole, je franchis la ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée. À partir de cette pancarte, chaque goutte d'eau qui tombera au sol finira son voyage en mer Méditerranée. J'aime beaucoup ce genre de symboles qu'on croise parfois sur les routes. Ils sont comme les témoins des kilomètres déjà parcourus et ils incitent à poursuivre la route toujours plus loin. On rate pas le Tour de France. À l'approche de la fin de cette étape vers Alès, la route s'inscrit parfois dans des paysages un petit peu moins pittoresques, mais à l'approche de Bessèges, qui ouvre le département du Gard, voici ce qui pouvait enfin s'offrir à mes oreilles. Le chant des cigales. Un cliché, pas si sûr. C'est vraiment le signal qui marque notre entrée dans le sud, le vrai. Quel bonheur, quelle satisfaction encore une fois d'en être arrivé ici par la seule force des jambes. Je suis juste devant la gare de Bessèges là. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas parlé. Il y a énormément de kilomètres qui se sont écoulés. On a passé Aubenas et maintenant on est là. On est à Bessèges et donc ça veut dire qu'il reste à peu près une trentaine de kilomètres jusqu'à notre destination finale, Alès. Il reste 2 côtes, dont une de 5 km quand même à monter avec 4% de moyenne. Et un coup de cul classique, une sorte de 1 km avec du 50 mètres de dénivelé. Voilà ce qui reste pour cet après-midi. Vous avez vu les images, on a passé les gorges de la Loire, on a passé la source de la Loire, on a passé des paysages quand même assez magnifiques. L'Ardèche, ça vaut vraiment le coup. C'est clairement un département banger. Maintenant, voilà, on arrive en région Occitanie, on arrive dans des paysages qui fleurent bon le sud et on va flirter avec ça sur les 3 prochains jours. Ça va être tout autant incroyable. Allez, moi, je vais pas tarder à repartir parce que j'ai rendez-vous avec mon hôte à 18h. Même si c'est une arrivée autonome, j'ai quand même envie de la rencontrer. Donc, il va falloir que je m'active. Pour autant, il y a le Tour de France et ça, je peux surtout pas le louper. Donc, je vais mettre une petite oreillette comme ça là, à droite ou à gauche, histoire d'avoir toujours une oreille attentive sur ce qui se passe sur le Tour de France. Allez, à tout de suite. Honnêtement, que c'est bon de n'avoir à parcourir que 180 km. Pour beaucoup d'entre vous, je le sais, 180 km, c'est déjà énorme, surtout en solitaire. Mais après 2 journées à plus de 220 km, s'arrêter à 180, c'est comme le mercredi des enfants, ça a des allures de journée banalisée. Comme vous l'avez compris, ce soir, j'étais attendu par mon hôte qui m'hébergeait. Un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire avec des arrivées solitaires et autonomes, mais ici au moins l'avantage, c'est que c'est plus convivial. Un soleil de plomb se lève sur cette 5e journée de notre périple vers Briançon. Il est loin, il est très loin même, le temps maussade qui continue de sévir en région parisienne. Désormais, il fait chaud, trop chaud. J'en avais presque oublié la sensation tant ces derniers jours étaient humides. Désormais, je compose avec ce climat méditerranéen qui va mettre l'organisme à la planche. Espérons que tout ça se passera pour le mieux. Allez, je vous souhaite la bienvenue dans notre 5e jour de voyage à travers la France, numéro 2. Aujourd'hui, on fait Alès, Aix-en-Provence. C'est la dernière étape avant notre petit jour de repos où j'aurai le plaisir de revoir un de mes anciens collègues de mon ancien travail. Aujourd'hui, étape vraiment beaucoup plus facile parce qu'elle ne fait que 171 km. C'est une étape extrêmement simple, une étape pour les sprinteurs aujourd'hui. Une étape de plaine avec seulement 1200 mètres de dénivelé positif sur 170 bornes. Donc c'est niveau Île-de-France là. On va passer notamment par Nîmes, par Salon de Provence, avant d'arriver à Aix-en-Provence.
donc pas mal de grandes villes avec beaucoup de population, donc ce sera très facile de trouver des endroits pour se poser. Ça n'a rien à voir avec la traversée de l'Ardèche ou bien la traversée du Forez que j'ai pu faire les 2 derniers jours. Franchement, j'ai les jambes aujourd'hui. Tu vois, dans la moyenne, en 29,6 sur les 16 premiers kilomètres. Bon, c'est que 16 km, hein, donc c'est pas grand chose, c'est pas très représentatif. Mais voilà. En attendant de souffrir, je me lance dans une course perdue d'avance. Impossible de le rattraper. Je suis trop lourd. Ce qui est marrant, c'est que juste devant moi, il y avait un cycliste qui avait l'air de faire sa séance. Et j'ai tenté de le rattraper, pendant 3-4 bornes. Il y a eu une chasse à l'homme. Je me suis employé sans forcément me cramer. Mais c'était impossible. Trop fort et moi trop lourd surtout. S'il avait 10 kilos de bikepacking, il en aurait pas dit autant. Gars, là, je viens de monter un truc là, à Nîmes. Ça s'appelle le chemin du tire-cul. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, au secours. OMG, je crois qu'on a dû faire du 23%. Bon, à part ça, oui. Voilà, on est à Nîmes. 50 premiers kilomètres. Il n'y a rien à dire de particulier, c'était 50 premiers kilomètres pas très amusants. Wow, ça c'est joli ça. Mon passage express par la ville de Nîmes ne m'aura pas empêché d'en apprécier les trésors monumentaux. Mais bien qu'on en ait que pour 170 km aujourd'hui, le temps file parfois plus vite que les kilomètres et il devient nécessaire de reprendre la route rapidement. Ce soir, Stéphane m'attend et j'aimerais arriver le plus tôt possible pour profiter d'une halte bien méritée. Mais Aix-en-Provence, ça se mérite. Sortir de Nîmes a été une vraie épreuve mentale. La départementale jusqu'à Redescend est rectiligne, rapide, autoroutière, pleine de poids lourds. Ça a été long, mais ça s'est heureusement fini sans mal. En cette fin de matinée, la chaleur se fait de plus en plus présente à mesure qu'on approche puis qu'on dépasse les 30 degrés. L'ombre manque terriblement, les paysages sont absents du programme pour l'instant, mais l'avantage, c'est le vent qui joue pour l'instant en ma faveur. Ce n'est pas quelque chose qui allait durer, alors autant en profiter. Nous sommes à Arles. Ah, je vous parle pas beaucoup là depuis. Je vous parle pas beaucoup depuis tout à l'heure parce que y a rien d'intéressant à dire sur cette étape. C'est vraiment une étape de transition. Il n'y a pas de gros paysages. On a traversé des grosses départementales. Vous l'avez vu aux images. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Si ce n'est l'avancée du parcours. Et là quand même on a une belle vue sur le Rhône. Et on va, je suppose, rentrer dans le cœur de la ville de Arles ou alors une ville voisine. Mais je pense que c'est Arles. On est sorti de l'agglomération de Arles, tout ça là. Maintenant on circule vers Salon de Provence, je crois. Et on est un peu full vent de face. Voilà, donc cette 5e étape, elle n'est pas de tout repos non plus. J'aime pas trop quoi vous dire. À vrai dire, franchement, cette étape, elle a rien de très intéressant. Si ce n'est que c'est quand même elle qui va me permettre de voir d'anciens collègues, donc je suis vraiment ravi. Et puis, faut pas oublier aussi que demain, c'est jour de pause pour moi. Le 6e jour est synonyme de jour de pause avant de reprendre les hostilités au jour numéro 7. Voilà ce qu'elle signifie cette 5e étape. C'est la crevaison numéro 2 du parcours. La crevaison numéro 2 après 900 km. Voilà, crevaison roue avant. Toute petite crevaison là, attendez, je vais vous montrer. Tac, 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 voilà. Vous voyez bien.
C'est une sorte de crevaison lente, hein, mais bon. On est quand même sur une crevaison. Alors, je vois pas ce qui a entaillé le pneu, donc on va regarder avec la chambre à air. Pourquoi j'ai crevé? On a le temps, hein, donc autant le prendre. En plus, on est à Londres, c'est quand même un endroit rêvé pour crever. Hein. Incroyable. Bon, est-ce que vous voulez savoir pourquoi j'ai crevé? Moi, j'ai pas un suivi de ouf de mes chambres à air, donc je sais pas lesquelles sont rustinées ou pas. Mais regardez, il y avait une rustine et c'est la rustine qui fuit. Bah, en vrai, elle a tenu quand même 1000 bornes, hein, on va dire, mais même plus, tellement plus. J'ai fait tellement de bornes avec cette chambre à air. Ça vaut le coup les rustines. C'est juste que, bah, il faut se rappeler de où est-ce qu'on les a mises. Et quand je pars, bah moi je regarde pas. Moi juste je pars et après, advienne que pourra quoi. Bon, là c'est juste une petite crevaison de rien du tout. Je vais la remplacer par une chambre à air neuve. Hein. Bon, elle est un peu en boule, mais elle est neuve, ne vous inquiétez pas. Et on va repartir. Voilà. Oh, j'ai pris mon temps pour la réparer cette crevaison là. Pas très rapide le Mika là. Tout me semble ok. Allez, on va remballer tout ça. Et on va repartir en direction de Aix-en-Provence. Cette petite crevaison roue avant, là, ça va être l'occasion de vous donner quelques mots sur comment j'organise toutes mes affaires dans cette énorme sacoche de sel. En gros, tout est dans des sachets hermétiques comme celui-là. C'est-à-dire que j'ai un sachet hermétique pour tout ce qui va être réparation, donc chambre à air, rustine, etc. J'ai un autre sachet aussi pour tout ce qui va être nutrition, donc la poudre, les gels, que j'ai pas encore utilisé jusqu'à présent, c'est normal parce que ça je compte les réserver pour les étapes de montagne. J'ai un sachet qui va concerner tout ce qui va être numérique, donc les batteries, les câbles, etc. Et enfin j'ai une trousse de toilette. Donc voilà, donc 4 poches à l'intérieur de cette sacoche de sel. Et à l'avant, comme l'année dernière, je ne mets que ce qui est vêtements. Après, j'ai d'autres affaires en vrac comme les sandales, la pompe, aussi mon petit trépied pour tenir mon téléphone que je n'ai pas encore utilisé mais que je peux utiliser. Donc voilà, tout est bien rangé et tout est facile à trouver, donc ça c'est assez cool en termes d'organisation. Ah bah tiens, on est sur la première et seule montée du parcours. 1 km 45 à 3%. On va monter de 64 mètres. Et bah c'est parti, hein. Souhaitez-moi bon courage. Seul au monde, je me lance dans la traversée des Alpilles, cette magnifique chaîne de montagnes de faible altitude. Enfin un peu de relief dans cette journée jusqu'alors très plate, et il faut le dire, au sens propre comme au sens figuré. Mais il faut rendre à l'ennui de cette journée la place qu'elle mérite, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce n'est pas l'ennui qui a dicté cette journée, c'est son étrange difficulté pour moi. Après 5 jours de vélo à traverser la France par tous les temps et par tous ses reliefs, je commence à en ressentir le contre-coup. La position, elle est plus difficile à trouver sur le vélo, les jambes, elles répondent moins bien, et le ventre, il fait parler de lui. Le voyage à vélo, c'est un tel bouleversement pour le corps qu'il faut être prêt à quelques sacrifices. Mais le jeu, je vous l'assure, il en vaut largement la chandelle. Fatigué après seulement 170 km aujourd'hui, je me rapproche enfin d'Aix-en-Provence où m'attend toujours Stéphane. J'aurais aimé arriver un petit peu plus tôt, c'est-à-dire avant 17 h pour voir sa famille au complet. Mais j'ai dû marquer une pause ravito d'urgence à seulement quelques kilomètres de l'entrée d'Aix, et cette pause, elle m'a malheureusement fait rater le rendez-vous de très peu. Oublions ça. Je voulais profiter au maximum de ces retrouvailles avec Stéphane, alors j'ai décidé de mêler l'utile à l'agréable en marquant une journée de pause complète sur place. L'occasion de faire un tour en ville, un vrai, sans courir après le temps, d'aller se ressourcer dans les lieux culturels et de partager quelques moments simples. Cette 6e journée off, elle a été plus que salvatrice, parce que les 2 jours qui vont suivre,
ils ne seront pas de tout repos. Hello, il est 6h50. Alors on a pris le départ depuis quelques minutes. On quitte Aix-en-Provence. On se dirige aujourd'hui vers Digne-les-Bains. Et c'est un voyage de 200 km aujourd'hui. 200 km pour aller vers Digne-les-Bains. On va passer par le lac de Sainte-Croix, le parc du Verdon. Donc c'est pas un trajet direct, hein. C'est un trajet avec un grand détour. On va faire 200 km aujourd'hui, 2600 mètres de dénivelé. Et je repars avec quand même une bonne forme, hein, parce que, vous le savez, vendredi, l'arrivée à Aix était très difficile. J'ai bénéficié d'un jour de repos chez mon collègue. Je vous ai montré quelques images rapides et ça m'a permis de me requinquer, de me sentir beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai de meilleures sensations ce matin, mais je vais pas tout gâcher, hein. On va garder un petit peu les sensations pour la journée parce qu'elle va être longue. Donc là on sort d'Aix, ça monte. Ça va monter tout au long de la sortie, hein, tout au long de la trace. On va avoir beaucoup plus d'ascension que de descente. Normal, hein, on se dirige lentement vers les Préalpes. Voilà, les décors vont être magnifiques et c'est ça qui compte. Au 30e kilomètre et on affiche la moyenne délirante de 26,4 km/h. C'est pas une moyenne qu'on va conserver très longtemps ça, hein, parce que là ça y est, on a commencé à rentrer dans la partie montante de notre parcours pendant je pense une centaine de kilomètres, en pente douce pour commencer, et ensuite on va monter en mode col, hein, après, hein. On va monter jusqu'à 1150 mètres d'altitude, ensuite on va redescendre un petit peu, ensuite on va remonter, ensuite on va redescendre sur Digne. Voilà en gros le parcours prévu pour aujourd'hui. On pensera peut-être à faire une petite pause dans le Verdon, histoire de profiter des magnifiques paysages que ce parc a nous réservé. Pas de glace à l'italienne pour moi, mais un bon café croissant pour continuer la route de bonne humeur. J'enchaîne les kilomètres, le temps est magnifique. On dirait bien qu'on vit là la meilleure journée de tout le voyage. Sur la route vers Moustier-Sainte-Marie dans le Verdon, il va se passer quelque chose d'incroyable. Je vais croiser de façon tout à fait hasardeuse Philippe que j'avais rencontré lors de ma cyclosportive du Paris-Nice en 2024. Il roulait en voiture, moi à vélo, et j'étais tout près de chez lui. Malheureusement, j'ai été tellement surpris que j'ai oublié d'en immortaliser la séquence. On en restera donc sur cet écran noir. On est au kilomètre 99. Le 100e kilomètre s'approche. Je sais pas dans quelle commune on arrive, mais on est bientôt à la moitié du parcours vers Digne-les-Bains. On est à 46 km de Castellane. Voilà, 46 km de Castellane. Tout ça pour vous dire que on en est bientôt à la moitié et que on a parcouru jusqu'à présent 1200 mètres de dénivelé positif sur les 2600 du parcours. Ça va, ça avance pas trop mal. Il y a comme un air de vacances en camping dans cette région du Verdon que je traverse les yeux grands ouverts, tant chaque étendue d'eau, chaque village et chaque flanc de falaise m'étonne, voire m'émerveille. Je commence enfin à récolter le fruit de tous ces efforts, de tous ces kilomètres parcourus depuis Paris, la pluie, les crevaisons, le froid, les douleurs, la fatigue. Le Verdon, c'était un détour sur la route de Digne, mais c'était un détour qui en valait tellement le coup.
mal géré mon apport en eau. J'ai pas pu trouver un endroit pour refill. Et là, je suis sur une ascension qui m'emmène encore sur 3 km. C'est ça aussi le voyage. Faut vraiment toujours penser à se ravitailler en eau, même quand il n'y en a pas besoin, quoi. Parce que là, je pensais que j'allais trouver un village ou un truc comme ça. Et là, il n'y a rien. Rien jusqu'à dans peut-être 6 km. Allez, on rationne et on y arrive. Un miracle a voulu que quand je vous dise ces mots d'assoiffement, il y a un snack juste là. Et moi, je me suis pris la plus grande bouteille d'eau possible. Ah, c'est juste incroyable. Je suis trop heureux là. J'adore l'eau. Ça y est, 1038 mètres d'altitude. On est arrivé au col d'Ayen. Voilà, col d'Ayen, 1038 mètres d'altitude. C'est la première grosse ascension de la journée. On va redescendre maintenant jusqu'à à peu près 600 mètres d'altitude. Et là, ça va être la dernière ascension, celle qui va nous emmener à 1150 mètres cette fois-ci. Une grosse partie des difficultés sont passées, quoi. Ça, c'est cool. Est-ce que eau non contrôlée, ça veut dire eau non potable? Moi, j'ai soif, hein. Donc je prends. Parfait. Elle m'a l'air parfaite, cette eau. Dans cette ascension du col en destination de Digne, et je voulais qu'on revienne sur un truc là, sur cette histoire d'eau un petit peu plus bas sur le parcours, quand j'ai pris de l'eau et que c'était marqué eau non contrôlée. Moi j'en ai pris à bon gré. J'ai même bu bien plus qu'un bidon de cette eau là. Elle avait aucun goût, personnellement pour moi c'était comme l'eau du robinet ou comme une eau minérale. Mais j'ai vu un randonneur plutôt expérimenté, il avait l'air en tout cas. Il a vu eau non contrôlée, il a fait demi-tour direct. Pardon, il a fait demi-tour direct. Alors, je me pose vraiment la question, est-ce que eau non contrôlée, ça veut dire eau non potable? Je pense pas, mais je pose la question. Et en attendant, on termine cette ascension qui commence à me briser les jambes. On est presque à 1000 mètres d'altitude là. On va atteindre le sommet culminant de notre ascension dans 175 mètres en dénivelé. Donc, allez, encore un peu de courage. On y est presque. Alors on se retrouve sur la route de Digne. Donc on est en train de monter un col, donc je saurai bientôt le nom une fois qu'on sera en haut. Et c'est notre dernière grosse ascension du jour. Du coup voilà, c'était 7,5 km avec 400 mètres de dénivelé. Donc on avait une pente moyenne d'à peu près 5 ou 6%. Là on est sur du 7. C'est la partie la plus difficile du col, du pied jusqu'à la moitié. Donc on essaye de survivre. Il fait chaud, mais ça va. Et voilà, c'est le col des Lecs. 1146 mètres d'altitude. Eh bien, c'était pas de la tarte. Allez, on va faire la redescente. Et cette fois-ci, on peut dire qu'on est plus très loin. On est plus très loin de Digne-les-Bains. On approche de la fin de cette 6e journée de voyage, ponctuée par mon premier enchaînement de cols en bikepacking. Ce n'est pas toujours simple de concilier le poids, la chaleur ainsi que la fatigue grandissante en fin de journée. J'étais bien content de me dire que ces derniers kilomètres allaient se faire en descente, bien que même en descente, on a toujours hâte que tout ça prenne fin.
Il fallait arriver le plus tôt possible, demain allait être une toute autre journée. Et vous pensiez une seule seconde que j'allais rater le final du Tour de France quand même? Non, jamais de la vie. Cette étape, elle est terminée. Je baisse un tout petit peu le son pour vous raconter un petit peu cette fin de parcours quand même qui a été un petit peu compliquée. Les 40 derniers kilomètres, c'était à l'image de ce qui s'était passé vendredi, mais en beaucoup moins pire quand même, il faut bien le reconnaître. Donc demain, ça va être l'étape, la dernière, une étape ultime, une étape de 182 km avec 4000 mètres de dénivelé positif. Elle va être infâme cette dernière étape. Mais voilà, cette étape de 200 km qui, entre Aix et Digne, elle est terminée. Et maintenant, place au repos. Heureusement, j'ai pu arriver assez tôt. Et comme vous le voyez, voilà, finale du Tour de France, tranquille. Je suis arrivé depuis presque 1 heure, peut-être même 1 heure. C'est idéal pour préparer l'étape de demain. Il ne me reste plus qu'à aller chercher à manger. Et puis à partir de là, ce sera repos jusqu'à demain. Où je partirai un tout petit peu plus tôt que d'habitude. J'essaierai de partir tôt. Parce que demain, il n'y a pas de Airbnb à Briançon, il y a train de nuit direct à 19h50. Et donc, il faudra que je trouve un moyen de me changer pour être un minimum présentable dans le train. Allez, vous suivez ça avec moi, parce que cette vidéo n'est toujours pas terminée. Ça y est, c'est le grand jour, le dernier jour, la dernière étape de notre voyage de cette année à travers la France. Je parle pas trop fort parce qu'il est que 6 heures à peine. Le soleil ne s'est même pas encore levé. On va essayer de partir très tôt, à 6h30 quoi en fait, parce que la journée d'aujourd'hui, elle va être longue. On a 2 cols à gravir, et il est temps que je vous en parle. On va gravir le col de Vars, et on va gravir le col d'Izoard. On va monter jusqu'à 2300 mètres d'altitude, le tout avec un vélo qui pèse très certainement plus de 16 kg, 16, je sais même pas combien, 16-17 kg, et avec une forme présente mais pas complète. Je suis pas au top, mais voilà, c'est la dernière étape. Donc là, c'est le moment de tout donner. Le rendez-vous est donné à Briançon. On a un train qui part à 19h57 pour Paris. Il faut absolument pas le louper. Maintenant, j'ai toute la journée pour le faire. J'ai toute la journée pour terminer cette étape. C'est pour ça qu'on part si tôt, c'est 182 km, mais quand même, pas 1 km de plat, donc attention à ça. Allez, moi j'ai pas mal de petites choses à préparer avant de partir, je pense que ça va nous prendre la demi-heure, et après on est parti, on se retrouve sur la route. Reprendre la route encore et toujours, mais cette fois-ci pour la toute dernière fois. C'est un mélange de joie, de soulagement et aussi d'un peu de stress devant l'ampleur de la tâche d'aujourd'hui. Je prends la mesure de la route qui a été parcourue depuis Paris, 1200 km. Mais je prends aussi la mesure de la montagne, et pas qu'une, qui se dresse entre moi et Briançon. On a déjà fait 100 mètres de dénivelé en 7 km. Maintenant, il reste 39 fois ça. Et on aura fini. Ça y est, on entre dans une des premières grosses ascensions du parcours. On a 10 km à 4% de moyenne. Donc on est parti pour une bonne partie de la prochaine heure, j'imagine, voire même plus, sachant que le début du parcours est relativement facile, on est sur de la pente verte d'après mon compteur. Par contre la fin, on sera sur du rouge. Donc souhaitez-moi bonne chance. Après ça, on sera à plus de 1200 mètres d'altitude et on aura quand même accompli une bonne partie du dénivelé de la sortie, bien qu'on n'en sera pas très loin de la moitié, peut-être, je sais pas moi, allez, pas loin d'un tiers, allez, pourquoi pas. Et au fait, le col qu'on monte, c'est le col du Labouret. Voilà, pour ceux qui connaissent, col du Labouret, 10,4 km à 4% de moyenne.
On approche de la partie la plus difficile. Celle avec des pentes de 10%. Vers la fin du col, il reste 1 km 98 pour 160 mètres de dénivelé. Donc si vous faites le calcul, et bah, on est sur du 8. Mais on n'est pas encore sur les parties les plus difficiles. Allez, j'ai monté le col à une allure pépère. Je me suis toujours laissé des dents de réserve. Et alors là, il va être temps de continuer. Voilà, continuer à monter pépère. Mais cette fois-ci, dans du 10%. Le dernier kilomètre du col du Labouret sera difficile à oublier tant il m'aura mis à l'épreuve après moins de 30 km parcourus. L'avantage de ce dernier kilomètre, c'est précisément qu'il n'aura duré qu'un kilomètre. Le col du Labouret, 1240 mètres d'altitude. La première difficulté a été passée. Maintenant, place à la descente. On arrive à Seine-les-Alpes. Ça fait 40 km qu'on roule et on a une moyenne honorable de 18 km/h. C'est dans ce que j'attendais. Alors les sensations sont pas très bonnes, hein. J'ai l'impression d'avoir un peu les jambes en bois. C'est normal, hein, c'est la dernière étape. La fatigue accumulée se fait ressentir. Mais j'ai très très bon espoir que si ça continue comme ça, on sera plus que dans les temps. J'aurais voulu presque partir plus tôt, hein. Mais bon, c'est un calcul à avoir entre se lever tôt et donc du coup ne pas assez dormir, et se lever un tout petit peu plus tard et du coup dormir assez mais devoir rouler plus vite. Après cette première ascension du col du Labouret, pas vraiment de redescente. Notre route reste perchée à plus de 1000 mètres d'altitude. Après plus de 2 heures de route, j'atteins la commune de Seine, qui marque le début d'une nouvelle phase montante qui m'emmènera au col Saint-Jean, à plus de 1300 mètres d'altitude. « 62e kilomètre. On a parcouru ces 62 km à une moyenne plutôt respectable de 20 km/h. Donc on avance bien. On avance très très bien même. Faut dire en même temps que je m'arrête pas. Je m'arrête pas parce que je garde à l'idée que le plus dur est à venir. Voilà, bon, on est sur une grosse route là. Donc ce sera plus simple comme ça, au casque, sans face cam. On est dans la vallée de l'Ubaye. On a parcouru maintenant 66 km et on est peut-être à 20 km de Barcelonnette. Je ferai une pause à Barcelonnette parce que ce sera l'heure. Là, il va être 10 h. Donc si je roule à 20 km/h de moyenne, je serai à Barcelonnette à 11 h. Ce sera une heure parfaite pour prendre une petite collation parce que les difficultés vont suivre et elles commenceront avec le col de Vars. Le truc, c'est que là, pour l'instant, je me suis pas arrêté. J'ai pas vraiment mangé non plus. Donc il faut pas que je sois en déficit quoi. Comme je vous l'avais peut-être expliqué, j'ai préparé des gels pour aujourd'hui. Je voulais pas les consommer sur d'autres étapes parce que c'était vraiment celle-ci, celle d'aujourd'hui que je craignais le plus. Donc tout est là, tout est là, tout est prêt. Maintenant il reste plus qu'à affronter ces deux cols et arriver à la gare. Après une vingtaine de kilomètres de national, on arrive à Barcelonnette, là, dans quelques kilomètres. On a parcouru 80 bornes, presque, sans s'arrêter. Vraiment, le fait qu'il y ait le train à 19h57 ce soir, c'est un levier de motivation supplémentaire. Alors, je sais pas si c'est de la motivation ou de la pression, hein, mais c'est l'un des deux. Ça joue à 50-50. Mais du coup, j'ai pas envie de débrayer, j'ai juste envie de rouler. Par contre, je sais que qui veut aller loin ménage sa monture, donc il faut que j'aille manger. Vous inquiétez pas, Barcelonnette sera synonyme de pause pour moi. On y est là. Voilà, la pause à Barcelonnette est finie. J'ai pris pas mal de trucs à la boulangerie.
Ça va me permettre de ne pas avoir à m'arrêter dans un commerce en particulier pour les prochains kilomètres. J'ai mis de quoi manger dans le sac. Donc l'objectif là, c'est de tracer. Je reprends la route vers la première vraie difficulté du parcours, le col de Vars et ses 2108 mètres d'altitude. 14,5 km, 780 mètres de dénivelé positif. Mais avant ça, une longue vallée, celle de l'Ubaye, modérément pentue mais érosive pour les muscles, pour m'emmener au pied du col. Heureusement, je suis accompagné par ces paysages plus que magnifiques qui me font presque oublier l'ampleur de la tâche qui m'attend encore. Bientôt à la fin du col, 13,6 km, des passages à 9%. Ouais mais vrai, là je vous assure c'est extrêmement dur, extrêmement harassant. Heureusement que j'ai à manger dans le sac. Après une montée suffocante par la vallée de l'Ubaye, la redescente vers Guillestre et la vallée du Guy m'offre un répit salutaire. À ce moment, je le sais, je ne suis plus très loin de la fin de cette aventure. 67 km pour être exact. Une distance que j'aurai abattue pas moins de 19 fois depuis mon départ de Paris. Une énième formalité, il semblerait. Sauf que se dresse entre moi et la fin de mon voyage un obstacle aux allures de boss final du jeu. Le col d'Izoard. Un col mythique du cyclisme français qui va m'émerveiller par sa beauté, mais qui m'effraie déjà par sa difficulté. Tout de suite après Guillestre, je repars en mode ascension. Les jambes sont dures, le corps il est lâche. Il est temps pour moi de faire une pause avant cette dernière difficulté. Regardez ma vue. Si ça c'est pas beau. Fin du col de Vars. Maintenant on va attaquer le col d'Izoard. On a pour 17 km. C'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, c'est dans une dizaine de kilomètres peut-être. Du coup, j'ai décidé de faire une pause là pour manger parce que c'est la première fois que je mange vraiment un vrai repas depuis que j'ai commencé cette sortie. On a pas mal roulé. Il reste 48 km au total en comptant la redescente jusqu'à Briançon. Donc je considère que je suis à l'heure parce que, attendez, excusez-moi, je vais regarder l'heure. Il est 14h21. Du coup, ça fait que le train est dans 5h30 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire une pause de 30 minutes. Comme ça, il restera 5 heures au moment où je repartirai. Et normalement, ça le fera. Vous savez ce que c'est le plus beau jour de la vie d'un cycliste? C'est quand il voit ça. Oh, je suis trop heureux là. On n'y voit rien, mais les bidons sont pleins. On va pouvoir monter Izoard en toute quiétude. Et encore une fois, on est à l'heure, donc c'est super cool. Je vais pouvoir le monter en détente, ce col. Et ça, c'est trop plaisir. Surtout pour faire du vélotourisme aussi. Il n'y a pas que l'idée de s'économiser parce qu'on est fatigué. Et après tout, c'est le dernier col, je pourrais y aller à fond. Non, là, l'idée, c'est vraiment d'y aller tranquille et juste de profiter de ces derniers kilomètres. Quelle sacrée claque quand même, cette ascension du col d'Izoard. Cette impression d'étouffer dès le pied du col et que chaque coup de pédale est certainement le dernier avant de perdre l'équilibre. Heureusement pour moi, je vais réussir à trouver un métronome sur cette ascension jusqu'alors très solitaire. On oublie un peu plus les douleurs, la chaleur, le manque d'hydratation. Ah, je crois que je suis pas fan de manger dans les montées. Gel ou boisson iso. Les gels, ça te... Les bonbons en vrac. Ouais, bah oui. Ouais, c'est ça le problème. Loin d'être exemplaire, je n'aurais pas consommé la moindre ration technique du voyage. Mais qu'à cela ne tienne, à mesure que l'on avance, la fin du col se dessine devant moi.
presque 1 kilomètre. Bravo, Merci. merci à toi. Voilà, pareil pour toi. Être à deux, Ça change. c'est clair. Voilà, je suis cuit. Tu m'étonnes. Puis là, j'ai 3 Mais minutes. juste manger un bout avant de partir, avant de descendre. Hein? Pense-toi à manger un bout pour être lucide. Ouais, il faut. Voilà, ça y est, on est au col d'Isoire, c'est le terminus. Ça y est, après 1350 km, on est enfin arrivé à destination. Presque à destination, puisqu'on va à la gare de Briançon, mais comment dire, c'est qu'une descente de col. Donc là, la seule chose qu'il faudra faire, c'est faire attention, parce qu'il y a énormément de vent. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est terminé. Je sais pas quoi dire. J'ai traversé tellement de jours, j'ai traversé des galères, j'ai traversé des périodes de moins bien, des périodes de bien aussi, hein, franchement, c'était super cool. Mais arrivé au terme de ce périple, je suis vraiment hyper content que ça se termine en fait, hein, parce que c'est hyper fatigant. Je vais laisser passer les motos qui sont juste derrière moi. J'essaie de me décaler tranquillement. Mais vous voyez là, ce vent, c'est le vent contre lequel j'ai dû lutter pendant toute la fin du col. C'était super dur. Vous avez vu, il y avait une fille avec moi qui m'a accompagné, que j'ai aussi un petit peu accompagné bien sûr. On s'est donné un rythme mutuel et ça a permis vraiment de terminer ce col au mental, quoi. C'est super cool, incroyable. Bon, je vais pas me répéter. Direction la gare. On fait attention à soi. Et ne vous inquiétez pas, je vous coupe pas tout de suite. Vous allez voir ce que c'est de rentrer à la maison aussi. Ça va être drôle. Cette ascension et le vent terrible de la fin sera venu à bout de mes toutes dernières forces de la journée. Mais ça tombe bien, je vais plus en avoir besoin de beaucoup pour rejoindre la gare qui est juste à 20 km en contrebas, au pied du col. À l'image de ce qui me reste d'énergie, ma caméra va déposer les armes ici. Mais comme je suis sympa, il n'était pas question pour moi que cela serve de prétexte pour ne pas vous faire un débrief à chaud, et je le dis bien, à chaud, de toute cette aventure. Ça y est, on est en bas du col, on est à Briançon, donc là ça y est, hein, c'est vraiment terminé. Il n'y a plus aucun kilomètre à faire. On est à quelques centaines de mètres de la gare. La seule chose que j'ai à faire, limite, c'est de trouver un peu à manger, histoire de ne pas être complètement en famine dans le train, quoi. Là, franchement, je suis complètement cuitos, là. Je suis terminado. J'ai qu'une envie, là, c'est de retourner au boulot. Parce que je suis trop fatigué de ce périple. Et clairement, je sais même pas si j'ai envie d'en faire un l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que j'en ferai pas un de cette manière-là, parce que celui-là, il a été dur. Alors peut-être que je vous dis ça maintenant, et dans un an, je vais avoir qu'une envie, c'est d'en refaire un. Mais les journées passées à s'organiser et à penser au lendemain constamment, c'est vrai que c'était un peu prenant. Donc on verra de quelle manière je déciderai ou non de refaire un voyage comme ça l'année prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que très clairement, bon, une chose quand même est sûre, c'est que c'était génial. C'était génial, j'ai trop kiffé les paysages, l'abondance des paysages que j'ai traversés pendant tous ces moments. Vraiment, faut pas croire non plus que c'était dur, mais c'était que de la difficulté, mais voilà. Il me faut du repos. Bref, sur ces belles paroles, je vais quand même essayer de trouver un peu à manger, parce que ce sera mon prochain sujet avant le train. J'ai un peu de temps devant moi, mais j'ai pas envie de le gaspiller. Donc on va se trouver un peu à manger, ensuite go à la gare, et puis voilà, hein, ce sera vraiment la fin cette fois-ci.
Et voilà, cette vidéo se termine ici sur mon bureau, plusieurs mois après cette fabuleuse aventure qui m'aura conduit jusqu'à Briançon depuis Paris. J'avais envie de vous faire ce dernier plan facecam pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir comme d'habitude en commentaire, en mettant un like ou par exemple en vous abonnant, ça me fera énormément plaisir. Sachez que toutes les activités liées à ce voyage sont disponibles sur Strava, donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous avez envie de voir quelques détails supplémentaires de mes différents parcours à travers la France sur ces 7 journées d'aventure. J'avais également envie de vous faire ce dernier plan facecam pour revenir sur quelques éléments que j'ai pu dire en fin de vidéo à chaud. Et clairement, je sais même pas si j'ai envie d'en faire un l'année prochaine. Évidemment, ce voyage, il a été extrêmement difficile aussi d'un point de vue physique, il a été extrêmement difficile d'un point de vue organisationnel, mais évidemment, le souvenir que j'en garde à froid maintenant aujourd'hui, c'est quelle aventure, et évidemment que je retournerai très rapidement faire d'autres voyages à vélo, soit sous cette forme-là avec plusieurs étapes de 200 km, soit sous des formes complètement différentes que je me garderai bien le soin de ne pas vous dire avant que ça sorte. Voilà donc, soyez-en sûrs, il y aura d'autres voyages à vélo. La seule question qui subsiste, c'est est-ce que ces voyages à vélo, je vous les restituerai en caméra ou est-ce que je les vivrai pour moi-même? Cette question-là, ce n'est pas moi qui vais y répondre, c'est vous qui allez y répondre. Dites-moi si vous avez envie de voir encore d'autres vidéos à ce sujet, même si ce seront des formats qui seront peut-être un peu ressemblants de ce que j'ai fait cette année et l'année précédente. Dites-moi si ça vous intéresse. Et si c'est le cas, bien entendu, je ferai de nouvelles vidéos en essayant toujours de m'améliorer sur le captage de l'image et le captage du son parce que vous inquiétez pas, je pense toujours à vous, même quand je suis dans la souffrance. Voilà, cette vidéo s'achève sur ces belles paroles. On se retrouve le plus rapidement possible, je l'espère, pour de nouvelles aventures. Vous inquiétez pas, il y en a plein en gestation, il manque plus qu'à les vivre. En attendant, prenez très soin de vous, je vous retrouve très prochainement sur cette chaîne et ciao ciao.